Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatic News pour notre rendez-vous l'invité de la semaine qui reçoit les responsables des acteurs IT présents en France. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Eric Bornet, qui est responsable pour Juniper sur la zone Europe du Sud, et donc à ce titre responsable pour la France. Eric Bornet, bonjour. Bonjour Guy. Alors, vous savez, on commence toujours par une question d'actualité, votre actualité à vous, un événement, une tendance qui a retenu plus particulièrement votre attention la semaine dernière ou les semaines passées. Est-ce qu'il y a une tendance, un événement qui vous a interpellé, comme on dit ? Oui, j'ai noté avec plaisir sur la semaine dernière le rapport publié par France Digital sur la très bonne santé de nos startups françaises autour de l'intelligence artificielle, qui ont en 6 mois récolté quasiment 1,5 fois le montant de l'ensemble des fonds de l'année 2018. Donc ça prouve que effectivement les tendances sont là et que Cocorico, la France s'en sort plutôt très bien en tout cas sur la zone Europe, encore assez loin de ce qui se passe aux États-Unis et en Chine, mais en tout cas oui, c'est une très bonne tendance qui valide un certain nombre de choses autour de l'intelligence artificielle dans les secteurs de l'IT et plus généralement pour les entreprises françaises. Est-ce que vous pensez que ces startups, puisque ce sont encore des startups, elles vont être amenées à croître et rester indépendantes, ou elles seront au fur et à mesure rachetées par des entreprises soit françaises, soit étrangères? Oui, ça c'est toujours le risque autour des startups. Je pense qu'il existera à peu près l'ensemble des modèles, quels que soient les startups et quel que soit justement leur domaine d'activité. Certains auront une croissance et seront probablement les prochaines licornes françaises. Susciteront probablement l'appétit d'autres groupes qui veulent investir dans ces domaines-là. D'autres resteront probablement indépendantes avec une vision peut-être uniquement franco-française. Je pense que là, la volonté pour la plupart d'entre elles, en tout cas celles que nous suivons et que je suis moi d'un œil intéressé, ont surtout des volontés, je trouve, assez rapidement d'extension à l'international. Donc ça, c'est un peu nouveau dans le monde des startups françaises et ça prouve un peu le bon dynamisme qu'ils ont et la bonne visibilité et la bonne vision, en tout cas en termes de business model, puisque le marché est mondial, il faut se faire connaître des grands acteurs. Donc certains vont chercher en termes de levée de fonds, probablement soit par acquisition, soit par fusion, dans les 5-6 ans qui viennent. Très bien. Bon, on va rester sur cette note positive. Maintenant, on va parler plus particulièrement de Juniper. Quand j'avais rencontré à l'époque le responsable de la filiale française, c'était il y a 3 ans et demi. En fait, il y avait deux éléments dans la feuille de route pour Juniper à l'époque. C'était la softwareisation. Enfin, le mot est pas très français, mais on comprend ce que ça veut dire. Softwareisation de l'activité. Et 2, c'était mettre l'accent sur le marché des entreprises, puisqu'on sait par nature, vous êtes très présent sur tout ce qui est service provider, et donc l'idée c'était de renforcer votre activité sur le marché des entreprises. Est-ce que ces 2 points, finalement, en 3 ans et demi, ont progressé à peu près au niveau de vos attentes et de vos objectifs? Alors, ce sont des objectifs qui sont toujours valables, en tout cas dans la roadmap de Juniper au niveau mondial. On est, on va dire, pas encore là où on le souhaite en termes de rapport entre la partie physique et la partie logicielle dans notre chiffre d'affaires, mais les tendances sont bonnes. En tout cas, il y a des progressions tous les ans et tous les trimestres autour de ces sujets-là. On continue toujours à proposer beaucoup de choses autour de différentes suites logicielles, que ce soit, comme on l'a évoqué, autour de l'intelligence artificielle, que ce soit autour de la visibilité applicative, que ce soit autour de la visibilité des réseaux, dans la sécurité, dans les approches data center également. Donc ça, on continue à développer et à investir beaucoup autour de ces sujets-là. Donc on devrait être sur notre feuille de route, je pense, courant de milieu de l'année prochaine à peu près. Et concernant le marché des entreprises, oui, c'est une volonté forte et il y a eu énormément d'investissements faits depuis le début de l'année 2019 autour de ça, que ce soit en termes de ressources, donc ne serait-ce que pour mes équipes en Europe du Sud, donc elles ont augmenté 35%, donc ça c'est plutôt pas mal, donc de nouveaux commerciaux, de nouvelles forces de vente, des nouveaux avant-ventes pour adresser mieux le marché.
On a également tourné autour de recrutement de nouveaux partenaires pour accompagner. Alors justement, cette évolution, elle passe nécessairement par l'appui de partenaires. Bien sûr. Est-ce que là vous avez finalement élargi votre réseau existant? Oui, bien sûr. On a élargi pour plusieurs raisons. Donc celle-là en premier, évidemment, il faut accompagner. Et Juniper reste une société fondamentalement indirecte. Donc ça passe par un réseau de partenaires. Là où on a été mis peut-être certaines spécificités, c'est dans la typologie des nouveaux partenaires qui nous intéresseraient et qui seraient intéressés bien évidemment par nos offres. Peut-être plutôt autour des nouvelles compétences justement dont on parlait précédemment, autour du logiciel, autour du cloud, autour du multi-cloud, donc discuter avec des sociétés qui n'étaient pas forcément naturellement nos cibles il y a 4-5 ans autour des infrastructures réseau de sécurité, mais plus des gens qui ont déjà des compétences autour du cloud ou autour du développement logiciel, autour de l'automatisation et qui ont ces ressources déjà disponibles et qui seraient intéressés pour travailler avec nous et accompagner les clients vers leur transformation numérique. Et alors justement dans cette évolution vers le marché des entreprises, est-ce que vous pourriez nous citer un ou deux exemples d'entreprises françaises qui sont donc clients et surtout pour des applications, enfin des cas d'usage qui soient significatifs pour ce que vous souhaitez faire, enfin qui va dans la roadmap des quelques années à venir? Oui, alors on est présent directement ou indirectement dans beaucoup d'entreprises du CAC 40. Ça, c'est effectivement le marché français qui se veut là-dedans. Donc on a un grand opérateur de transport ferroviaire, sans le citer, mais tout le monde aura compris, donc avec lequel on travaille depuis de nombreuses années autour de la modernisation des infrastructures de signalisation. Là, dans les discussions qu'on a avec eux, on va tourner autour de comment aider et en ayant des briques logicielles qui vont les aider à prévoir un petit peu les évolutions du trafic et quels impacts ça va avoir sur les infrastructures réseau de signalisation, par exemple. Dans le retail, là on vient très récemment de signer un bon contrat avec un des acteurs majeurs autour du bricolage pour rééquiper dans une première phase l'ensemble des points de vente d'une solution Wi-Fi moderne qui va leur permettre à terme de pouvoir mettre à disposition des directions numériques, digitales suivant les entreprises, ou en tout cas du marketing, un certain nombre d'outils pour valoriser et proposer une nouvelle expérience à leurs propres clients. Donc là, vous avez mentionné Wi-Fi, donc on est avec la version Wi-Fi 6 ou on commence peut-être pas par là et on évoluera ensuite? Oui, c'est exactement ça. Pour l'instant, on reste sur des standards connus dans un premier temps pour les premiers déploiements, et au fur et à mesure de l'adoption de Wi-Fi 6, c'est prévu. Donc c'est un contrat qui est sur long terme, puisque déployer sur plus de 300 points de vente, ça prend un petit peu de temps, mais au fur et à mesure des déploiements et que la technologie deviendra mature, de toute façon dans le contrat, il est déjà prévu d'avoir des points d'accès Wi-Fi 6. Est-ce que dans votre réflexion, vous avez déjà anticipé les possibilités qu'offre Wi-Fi 6 il y a quand même une rupture entre ce qu'il y a avant et Wi-Fi 6, donc vous l'avez déjà intégré dans votre réseau? C'est l'avantage un peu de la solution, et c'est, je pense, également pour ça que nous avons été choisis, c'est que la solution est basée sur vraiment une architecture moderne de développement. Donc on travaille en microservices, on travaille énormément aussi avec des ingénieurs extrêmement compétents au niveau radio, et donc la capacité d'évolution, ou en tout cas de prochaine génération, est quasiment immédiate. Pour nous, apporter de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux services, c'est simplement de déployer un nouveau microservice. L'ensemble de la brique logicielle est développé cloud native, donc on utilise toutes les capacités que permettent justement ces nouvelles applications pour pouvoir évoluer très vite. Et alors justement, toujours dans cette idée de softwareisation, comme je disais, si je prends le cas de Nutanix par exemple, qui n'est pas sur le même marché que vous, mais qui s'est lancé il y a pas très longtemps, qui au départ, donc il y a quelques années, et qui se présentait comme un fournisseur de matériel, donc c'était un peu des appliances d'hyperconvergence, si je puis dire, et maintenant qui se présente comme un idiot logiciel. Vous,
une des évolutions, c'était de proposer JunoOS, donc votre système d'exploitation pour tout un tas de matériel, de réseau, de le proposer seul en tant que logiciel, et donc le client peut l'intégrer sur n'importe quel... Est-ce que ça aussi, ça avance, ou est-ce que les clients, finalement, ils préfèrent avoir une appliance toute intégrée et appuyer sur un bouton pour que ça fonctionne? Alors, l'ensemble des points est vrai. C'est-à-dire qu'on va retrouver, c'est vrai que c'est un peu bateau de dire ça, mais ça dépend vraiment de la typologie de l'entreprise. Pour les entreprises qui ont des services, on va dire, tournés autour d'une importance, autour des services réseau, effectivement, ils vont avoir tendance à mettre l'accent vers la simplification, ou en tout cas la spécialisation de leur infrastructure réseau. Je pense au cloud provider, par exemple, qui cette tendance que vous décrivez a d'abord été initiée par ces géants américains, et on le voit arriver bien évidemment en Europe avec d'autres types de sociétés. Mais oui, ils vont essayer vraiment de tirer le plus de performance de leur infrastructure. Et là, on va trouver deux choses. Ceux qui vont être intéressés par des briques logicielles telles que notre système d'exploitation Junos, dont vous l'avez mentionné, et qui vont porter sur un hardware spécifique, probablement fabriqués pour leurs besoins propres, et le modèle complètement inverse, c'est-à-dire des entreprises qui vont plutôt chercher chez nous notre compétence de fabrication d'ASIC, puisqu'on fabrique nos propres ASIC également, avec simplement une petite partie logicielle qui va leur manquer, et après s'appuyer sur des logiciels couche réseau open source ou d'autres éditeurs. Typiquement, on prend le cas de Microsoft avec Sonic, autour des réseaux et des solutions data center. Ça, c'est quelque chose qui est en train de monter un peu plus vers en tout cas la capacité de monter en performance sur les data centers, et on va fournir nous toute la partie contrôle de cette partie-là, qui n'est simplement qu'un petit morceau de Junos et qu'on met sous forme de container pour les aider. Oui, donc finalement, en fait, c'est un élargissement du champ des possibles. On va pas vers le tout logiciel. Il y aura, chaque entreprise pourra choisir un peu la solution en fonction de ses besoins. Exactement. Mais ce qui nécessite effectivement de la part des entreprises d'avoir une équipe, en tout cas réseau, avec des compétences un petit peu nouvelles justement pour réfléchir à ça et trouver quelle va être la meilleure solution pour leurs besoins. Aujourd'hui et demain, puisque bien sûr, quand on investit là-dessus, dans les tendances, général, le cloud, hein, c'est clair que ça fait maintenant, c'est là depuis un certain temps, mais il y a une nouvelle vague qui est déjà arrivée depuis un petit moment, donc liée un peu à l'Internet des objets, aux objets connectés, c'est l'edge computing. Alors une définition assez large, mais enfin on comprend bien, c'est tout ce qui est à la périphérie finalement, et c'est pas nécessairement, ça peut être des tout petits objets connectés avec un petit bout de logiciel dessus, comme Atos a sorti un supercalculateur qui présente comme Edge Computer. Est-ce que ça change quand même je dirais la topologie des réseaux, puisque finalement le cloud, on pensait que tout allait être concentré en quelques points, et puis avec l'Edge, on se rend compte qu'on repart vers un nouveau type d'infrastructure. Et quelles sont les conséquences de tout ça sur les réseaux ? Alors, la première conséquence, et nous, elle nous va bien, c'est que ça redonne de la visibilité justement aux services de connectivité réseau. Puisque fondamentalement, lorsqu'on va rajouter de la capacité de calcul, ou en tout cas de délivrance de services au plus près des sites et des utilisateurs, à un moment donné, il faut quand même que ces appliances soient aussi connectés à un système global de l'entreprise, donc il faut interconnecter tout cela. Et on a vu effectivement, et vous avez mentionné le cloud, pendant très longtemps on a oublié la couche de connectivité. La promesse c'était de délivrer des services très vite, mais on a oublié un peu l'expérience utilisateur qui se demandait tout d'un coup pourquoi c'était aussi long pour accéder à ces ressources. Le edge computing, ça va être la même chose, c'est-à-dire que même si on apporte de la capacité de calcul pour traiter cette partie IoT, à un moment donné il faut pouvoir remonter vers un système central également et faire
perd-fille un peu de cette partie interconnexion, on va rater quelque chose au niveau de l'expérience utilisateur. Donc là, on remet en lumière un peu le besoin fondamental d'avoir un service de connectivité performant, surtout à faible latence et qui est capable de s'adapter. Oui, alors on parle beaucoup de latence ces derniers temps, avec l'edge computing, et une notion qu'on avait, on l'avait connue dans l'industriel avec le temps réel, enfin le temps réel industriel, et puis on l'avait un peu oublié, mais il revient finalement. Oui, totalement. Totalement, parce que beaucoup d'applications vont être très sensibles à ça. Et ne serait-ce que au-delà des applications, encore une fois, c'est l'utilisateur qui va être au cœur du débat et de sa capacité, entre guillemets, de produire des résultats de manière effective. Et donc, se connecter vers les objets, avoir les objets qui répondent quasiment en temps réel, ou en tout cas avec une faible latence, et de pouvoir avoir des réponses qui sont aussi immédiates, voilà, ça devient de plus en plus importante, et ça favorise aussi l'émergence d'une nouvelle tendance dont on parle beaucoup depuis 3-4 ans autour du SD-WAN, justement, qui va pouvoir piloter ces services de connectivité de manière extrêmement prédictive, avec un peu de dose d'intelligence artificielle dont on parlera tout à l'heure, mais en tout cas de s'adapter à des environnements qui sont extrêmement changeants et extrêmement mouvants. Alors justement, on va pas en parler tout à l'heure, on va en parler tout de suite. Vous avez racheté il y a quelques mois une société qui s'appelle Mist, donc qui était spécialisée dans l'intelligence artificielle. Finalement, bon, on va pas rentrer dans la discussion de savoir ce que c'est que l'intelligence artificielle, on va juste dire que c'est une société spécialisée là-dedans. Et est-ce que ça va vous servir plutôt pour l'automatisation des réseaux, hein? Vous venez de sortir un rapport sur le sujet qui montre que finalement les sociétés ont beaucoup progressé, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et l'automatisation, c'est pas juste parce que ça permettra de faire mieux plus vite, mais parce que c'est une nécessité, sinon on n'arrivera pas à gérer tout ça, ce sera impossible. Donc l'automatisation, la sécurité, qui est un élément évidemment, là avec les objets, c'est encore plus important. Et puis une nouvelle tendance qu'on met dans un vocable, alors je sais pas si c'est le Gartner qui l'a inventé, mais je suppose que oui, c'est ce qu'on appelle l'intent-based computing, donc le networking plutôt. Donc en gros, on renverse un peu la problématique. Finalement, l'IA, ça va servir à quoi? À faire un peu tout ça, ou vous allez plutôt l'utiliser dans des champs bien spécifiques? Alors, le champ d'application est effectivement énorme autour de ces technologies qui sont pas récentes. Hein. On parle d'intelligence artificielle. J'ai étudié ça à l'école il y a plus de 30 ans, donc mais maintenant ça devient réellement concret. Tout ce que vous avez mentionné est effectivement des champs d'activité possibles. Alors juste une petite précision, effectivement la société que nous avons acquis, Mist, a beaucoup développé autour de ça, mais son champ d'activité principal c'est la partie Wi-Fi, mais qui est effectivement drivé autour d'un moteur d'intelligence artificielle. Alors pourquoi de l'intelligence artificielle dans Wi-Fi? Et je pense que ça va répondre un peu à vos interrogations. C'est tout simplement pour permettre, comme vous l'avez dit, d'analyser très rapidement ce qui se passe dans un environnement que tout le monde connaît. Hein. Wi-Fi, tout le monde en a et c'est extrêmement mature comme technologie. Mais justement, avec l'IoT, avec la multiplication des devices, avec la multiplication de la mobilité, on a besoin, ou en tout cas les entreprises ont besoin maintenant d'avoir plus d'informations que de simplement savoir si un point d'accès est allumé ou éteint et s'il communique correctement avec le réseau filaire. On a besoin de savoir pourquoi un utilisateur a des problèmes à se connecter. On a besoin de savoir pourquoi un utilisateur se plaint constamment parce qu'il n'arrive pas à accéder rapidement à ses applications. Voilà, il y a tout un tas de paramètres autour de ça qui vont être mesurés. Et surtout, on a besoin de prédire, ou en tout cas d'être capable de pouvoir faire évoluer son infrastructure en fonction d'événements, donc les fameux intent-based networking, sur des tendances lourdes pour pouvoir s'adapter de manière automatique. Donc on revient aussi vers la partie automatisation. Parce que on ne peut plus traiter des infrastructures réseau, on ne peut plus traiter actuellement une masse de données qui est exponentielle depuis bien longtemps, mais bien localisée autour des réseaux, c'est exactement la même chose. Il y a énormément d'événements. Quand on rajoute en plus la sécurité, on rajoute encore une couche supplémentaire. Donc il faut être capable de voir vite, comprendre vite et s'adapter encore plus vite pour apporter des réponses à cela. Les entreprises ne peuvent plus se permettre d'attendre des jours et des jours pour savoir ce qui se passe et comment régler un problème. Donc l'intelligence artificielle va pouvoir être un outil mis à leur disposition pour justement être capable de
d'anticiper des besoins qui sont pas présents à un instant donné, mais qui vont l'être suivant des tendances apprises par des technologies comme le machine learning par exemple, ou des études comportementales. Donc ça va s'appliquer au réseau, ça va s'appliquer bien évidemment à la sécurité, puisque là c'est toujours la course à celui qui ira le plus vite entre l'attaquant ou l'attaqueur, mais également, encore une fois, pour aider à la meilleure expérience au niveau de l'utilisateur, ou simplement mettre à disposition, encore une fois, des tableaux de bord et des outils pour pouvoir anticiper l'avenir. Très bien. Bah, écoutez, je crois qu'on a fait un tour assez complet. On n'a pas mentionné la 5G, mais on sait que vous avez signé en particulier avec Telefonica UK, je crois, un contrat qui intégrait la 5G. Donc évidemment, c'est un sujet pour vous très important dans l'évolution de vos solutions. Mais en tout cas, je crois qu'on a fait un tour assez complet. Éric Bornet, merci beaucoup. Merci beaucoup.